UTMB, J-60. Et Zébardi, podcast numéro 369, avec comme titre Rafale Ducale pré-UTMB. Bon, il y a les autres courses qui se déroulent cette semaine, mais c'est pour amuser un peu les touristes. Le Tour du Mont Blanc, c'est l'UTMB, ça se déroule vendredi soir. Le reste, c'est pour occuper un peu les gens qui n'ont pas l'occasion de faire ce Tour du Mont Blanc, même si certains peuvent y trouver des émotions, puisqu'on leur donne finalement Chamonix dès le lundi, avec les arrivées de la MCC. Aussi incroyable puissent-elles paraître, et elles le sont sans doute. Pour certains, on va quand même rester concentré pour la vraie course. Alors aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire... Pardon, excusez-moi. Oh putain. Je suis en pleine recharge glucidique. Les glucides me sortent par les yeux. Je me suis dit que j'allais faire... putain, j'ai pris de l'eau ou pas? Ouais. Une petite rafale de questions que m'ont posées les patriotes. Et oui, pas vous, bien sûr, puisque vous ne cotisez pas au siège social du Carmi. Donc, vos questions m'importent peu dans cette période pré-UTMB, puisque je dois allouer mon temps aux choses importantes. Et les choses importantes pour les gens qui sont simplement des consommateurs et pas acteurs, ça passe au second plan. Donc ce sera pour plus tard, même si on les traite aussi, mais juste pas maintenant. Alors, les nouveaux membres, qui sont-ils? Christophe Orazi, donc depuis le dernier podcast, le 13 août, là, depuis 2 semaines. Franck Fracassi, Owen Raymond, Rulio, Thomas Maldonado. Alexandre ne voulait pas être cité, parce qu'on écorche son nom. J'avais quand même envie de le tenter, mais je vais respecter sa demande. Pourquoi ça marche plus? Victor Clavry, Benjamin Guérin, Hélène Michaud, Joao Paulo Lopez, Jules Calès, Nour Hachimi, Florian Mignot. Ah, j'allais rater avec Mingo, parce que je connaissais des Mingos, mais là c'est Mignot. Cyril Dubourdieu. Ah, les frères Leboeuf. Ah, ça c'est exceptionnel. Les 2 frères se sont inscrits, et ils ont tous les 2 eu des problèmes aux inscriptions. Donc je pense que la famille Leboeuf est maudite. Oh putain, Mathieu Ferrari, un cousin inconnu. Arthur Moronval, ah putain, l'ami Arthur Moronval, que j'aurais pu d'ailleurs citer la semaine dernière, mais il n'était pas encore inscrit. Il a couru, Arthur. Peut-être sera-t-il en train de ravitailler dans la Gary Vier's Car cette année sur l'UTMB, encore une fois. Benjamin Désert, Mickaël Enjolras, Geoffroy Combette, Aurélien Velu, Benjamin Boyer, Ludovic Bourdon, François Kehla, Élie Lantuéjoul, Casimir Brouwers, Florian Brunet, John Bouvy, Grégory Bruchon, Esteban Bringer qui va suivre cette UTMB et la TDS du Padre en cours. Clément Bouquet, Emmanuel Abelé et Benjamin Crétin, le dernier, au moment où j'enregistre ce podcast. Voilà pour les nouveaux patriotes. Et cet été, ils ont été servis, puisque le J-60 a été une réussite exceptionnelle. Alors, d'un point de vue de l'entraînement, pas forcément, parce que justement, j'ai subi des mésaventures qui m'ont contraint à ne pas forcément faire tout ce que je voulais. Après, on peut se poser la question, est-ce que ce que je voulais faire était pertinent? Bon. Je sais pas. Je ne sais pas.
voyez, quand vous vous inscrivez, vous subissez pas ce genre de musique grotesque. Donc inscrivez-vous au site du Carmi. Et arrêtez de faire les Français. Oh, l'UTMB, c'est cher. Non, c'est que vous êtes tous pauvres. Ouais, c'est pas vrai, c'est un peu cher. Mais quand même, hein, regardez le pouvoir d'achat des étrangers, regardez le vôtre. Hein? Ça m'a fait marrer. Il y a la vidéo YouTube qui est sortie. Allez, je lui fais un peu de pub de Clément, là, qui interviewe des athlètes en courant. Donc, il avait fait Théo Détienne, Ludovic Pomeroy, c'était vachement sympa. Puis là, il a fait Aubin, mon frère, Ferrari. Et Aubin lui dit... Ouais, je me suis mis à 80% au travail. Sauf qu'Aubin travaille en Suisse. Donc en Suisse, quand vous travaillez à 80%, en fait, vous travaillez à 100% en France. C'est 34 heures. Le 80% en Suisse. Putain, 35 heures. 35 heures par semaine, c'est incroyable. Il y en a qui veulent bosser encore moins. Ah, putain. Bon, on a bien rigolé. Donc ouais, le J-60, vraiment, là, vous avez kiffé. Je pense que ces petites adaptations là qu'on a fait, c'était pas mal. Ça a poussé à la réflexion. Hein. Enfin, moi-même, putain, des fois, d'un jour à l'autre, fallait quand même se creuser la soupière, rappeler le coach, etc., voir les avancées, ce qu'on pouvait faire, pas faire, à quel moment il fallait vraiment mettre du repos, à quel moment malheureusement il a fallu coûte que coûte se remettre au sport, à quel moment on a pris les Doliprane, ça c'est important, hein, surtout que le couple Albon est présent sur l'UTMB, hein, donc voilà, ça va dolipraner plus. Et vous vous êtes régalés tout l'été. Alors bien sûr de la chronique, hein, le lundi qu'on n'a pas arrêté. Et le mardi de ce petit document, sur la planification de la semaine. Le vendredi, l'article intelligent. Donc là, vendredi dernier, c'était le plan nutritionnel avec, bien entendu, toutes les étapes pour que vous puissiez, vous aussi, le faire étape par étape jusqu'à avoir vos petits papiers plastifiés en mode pense-bête dans la poche. Et ce vendredi, déjà je vais le publier jeudi, mais ce sera le matériel. Et pas forcément le matériel obligatoire, puisque cette année, il y a quand même peu de chances que l'intégralité de l'UTMB se déroule sous le soleil. Donc à un moment donné, il va nous pleuvoir dessus, et donc cette année, une part importante va être accordée au matériel. C'est vrai que d'habitude, on bourre tout dans le sac, on s'en tamponne. C'est juste pour passer les 1 ou 2 éventuels contrôles. Et le reste du temps, ça déroule. Donc ce jeudi, encore un bel article à suivre pour le matériel. Voilà, vous avez eu Stéphane Brognard pour la prépa mentale, Patrick Bringer pour... le coaching, donc voilà, l'été a été riche sur le site ducarmi.fr que vous pouvez quand même rejoindre, même si vous avez tenté de vous échapper depuis des semaines, vous pouvez quand même le rejoindre, et même si vous vous inscrivez que pour 1 mois, vous avez quand même accès à l'intégralité du bazar. Alors j'ai été vexé récemment, puis le dimanche bien sûr, il y a le bilan, est-ce que l'entraînement a été réalisé? Oui, non, pourquoi, etc. J'ai été vexé récemment parce qu'il y a un mec sur Insta, je me souviens plus qui c'est, qui me dit « Ouais, mais pourquoi c'est payant ?» Je lui ai dit parce que je propose que personne ne propose. Et donc ça a un coût. Voilà. Parce que j'y passe du temps en fait. Et vous pouvez regarder tout ce que je publie sur le site. En fait, personne ne fait 20% de ce que je fais. C'est exceptionnel, en fait. C'est au-delà de tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui. C'est la course à qui fera la vidéo, le réel le plus con. Pour buzzer, faire des views, obtenir de la publicité, un annonceur. C'est une méthode de fils de pute. Moi, je vous dis... Sur mon site, vous avez des documents clairs, compréhensibles. On échange dessus. Parfois, je prends même en compte vos avis, etc., etc. Il y a une vraie interaction. Et en fait, on travaille sur documents, on travaille, en audio, etc., etc.
C'est pas des vidéos où on se filme le cul en courant sur une jambe dans la forêt, tu vois. C'est un petit peu, ça va un petit peu au-delà de ça. Il y a un tout petit peu plus de réflexion. Mais bon, après, peut-être que ça vous amuse d'être assis sur un canapé avec un smartphone entre les mains, fabriqué en Chine, et de scroller justement des vidéos dans ce genre-là. Voilà, une petite chèvre qui saute. Après, on voit un trailer qui boit une flasque et qui fait un sourire en recrachant l'eau, et ça vous fait rigoler parce que vous êtes des débiles mentaux en fait. Il y a pas, voilà, quand vous êtes là sur le téléphone à scroller, le scroll infini. Là, je lis le livre, on vous vole votre attention, et en fait, je suis effaré de voir la nullité des conseils donnés dans ce bouquin, qui se veut pourtant un peu élitiste. On part de très très loin, le constat de la société là dans ce livre, vraiment, on se dit putain, le pigeon est vraiment très très bien nourri, il risque pas de s'échapper quoi. Enfin bon. Oui, pourquoi c'est payant? Mais c'est payant parce que j'y passe la journée, putain. Toi le matin, tu te lèves et tu vas au travail. Bon, bah moi c'est pareil. Donc voilà pourquoi c'est payant. Voilà. Sinon, si c'était pas payant, bah en fait c'est simple, je le ferais pas. Et j'irais travailler au bureau comme ingénieur toute la journée. Et vous n'auriez pas tout ce contenu. C'est pour ça que c'est payant. C'est parce que c'est un travail. Mais quand tu es pas abonné, tu comprends pas en fait. Tu peux pas comprendre parce que, encore une fois, c'est unique. On me dit, ouais mais machin, des fois ils partagent. Oulala Oulala, attends, tu compares quelqu'un qui publie plusieurs fois par semaine à quelqu'un qui t'a pondu 2 articles d'entraînement dans l'année? Mais ça va pas du tout là. On dirait Tadej Pogacar qui fait une course contre un licencié FSGT là. Tu comprends à quel point t'es idiot ou t'en as pas conscience? Ouais, mais lui, en fait, il a donné son cardio sur un footing. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais c'est normal, parce que t'es un gros connard, en fait. Du coup, dès qu'un pigeon fait caca sur le toit d'une voiture, ça te fait rigoler, tu vois. C'est un peu le niveau, ça. Ah, mais lui, en fait, il a partagé son cardio-fréquence-mètre sur le trail de Trifouille-les-Oies. Et c'était intéressant, parce qu'à un moment donné, il était à 112. Et 1 minute après, il était à 114. Je sais pas si tu te rends compte. Non, je me rends pas compte, en fait. Ça veut rien dire. Ferme ta gueule. Donc voilà. Bon, il y en a d'autres qui m'ont un petit peu fait rigoler sur Instagram. Évidemment, l'UTMB arrivant, vous avez tous les gens écologie qui essayent de surfer un peu sur la vague en se faisant bien voir par toute la bien-pensance actuelle. Donc bon, évidemment, ces gens-là, il faudrait les pendre et puis voir s'ils arrivent à s'en sortir sans respirer. Ce serait intéressant comme expérience. Et t'as eu quelqu'un qui m'avait envoyé une publi, putain mais quel guignol. Donc en photo on avait le gars qui avait le nouveau t-shirt UTMB, parce que chaque année il y a un t-shirt à l'UTMB à l'inscription, c'est le cadeau d'inscription, voilà, etc. Je précise que quand on supprime le cadeau d'inscription au départ d'un trail, vous êtes tous en train de chialer comme des gosses. Donc, vous prenez le t-shirt comme cadeau à l'inscription, et surtout, vous la fermez. Putain, parce que sinon, vous êtes en train de pleurer. J'ai pas eu mon cadeau. J'ai pas eu mon cadeau. J'ai pas eu mon cadeau au départ. Mon cadeau. Merci pour ce bœuf Made in China, avec des couleurs immondes de votre trail de 13 km dont je me souviendrai pas dans 2 mois. Merci pour ce bœuf. Un cadeau, merci. C'est gratuit. Gratuit. Donc ce gars m'envoie la publication de l'UTMB. Oui, nouveau t-shirt. Et là, le mec se le démonte pas. Et il me dit, t'as vu, putain, ils pourraient accorder leur discours parce que un coup c'est l'écologie et là des t-shirts fabriqués en Chine. Et ça lui a pas plu parce qu'en fait, je lui ai pas massé les testicules en lui taillant une pipe. Je lui ai répondu différemment, je lui ai dit, mais là sur toi actuellement, tu portes un t-shirt fabriqué en France ou tu portes un t-shirt Made in China? Est-ce que tu peux m'envoyer une photo de l'étiquette s'il te plaît avant qu'on continue la conversation? Bon, comme il portait un t-shirt Made in China, il s'est rendu compte que lui-même était une énorme merde,
et que du coup, il n'était absolument pas légitime pour critiquer quoi que ce soit. Donc, il l'a mal pris, et la conversation a été terminée. Voilà, bon, bah écoutez, c'est comme ça, c'est de l'ego. C'est de l'ego, son ego était venu me voir pour se conforter un peu en se disant putain, moi je suis vraiment, putain regardez, j'ai trouvé cette faille là dans le monde, moi au supérieur, plus intelligent, et là t'as un type qui te fait ouais mais toi tu portes du Made in China, et là tu fais ah putain je suis un connard. Ah c'est vrai je suis un connard. Un t-shirt coton bio fabriqué en France ça coûte 19€. Donc tous ceux qui nous jouent de la flûte avec l'écologie, en nous montrant que lui il est pas gentil, lui il pollue, lui machin, lui truc, lui bidule, en fait arrêtez de prendre les autres pour exemple et regardez-vous dans une glace. Vous êtes à quel niveau de connaritude sur une échelle de 0 à 100 ? Est-ce que vous êtes un énorme connard hypocrite ? Ou 70% connard hypocrite, 55% connard hypocrite. Réalisez votre barème vraiment de connard hypocrite quand vous prenez la parole. Voilà, d'abord vous dites, alors, je suis un immense connard hypocrite qui ne réalise absolument aucun sacrifice, mais, c'est vraiment la définition du connard, je vais quand même casser les pieds aux autres. Voilà, moi je suis totalement incapable de faire quoi que ce soit, et en plus de ça, je vais emmerder le monde. Voilà. Donc ça c'était fatigant. Je répète, 19€, hein, le t-shirt coton bio en France. Quand vous faites des achats de gros, j'en vends à 29€ sur mon site internet, parce que je suis un énorme capitaliste, mais... non, parce que en fait, j'en achète pas autant que... voilà, on va pas citer le site qui les vend à 19€, mais j'en achète pas autant qu'eux. J'en ai même pas vendu une centaine. Donc... Mais voilà, à 29€, vous avez votre petit t-shirt, marine ou noir, là, je sais plus, avec le petit logo du Carmi, bien sûr. Et j'aurais dû écrire en dessous, j'encule les connards hypocrites, mais je l'ai pas fait. Voilà, donc vous avez juste le logo du Carmi. Voilà. Et d'ailleurs, l'intégralité de ma boutique e-commerce sont des choses fabriquées en France. Voilà, là aussi, est-ce que quelqu'un peut s'asseoir à côté de moi et m'expliquer qu'il fait pareil dans le trail ? C'est possible ou pas ? Ah non, il y a personne, je suis tout seul là aussi. D'accord, donc je suis tout seul à faire un site web ultra complet avec des articles d'une grande complexité avec une récurrence de 2 à 3 jours. Et je suis aussi tout seul à avoir une boutique de e-commerce 100% française en trail. Bah écoutez, c'est parfait. Hein. Et vous voulez pas vous abonner. Bon bah écoutez, ne vous abonnez pas, restez à l'écart, restez là-bas là. Hop, on vous appellera quand ce sera votre tour. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi qui m'avait énervé ? Putain, il y avait un truc qui m'avait énervé. Les femmes qui prennent la parole. Non, je déconne, c'était pas ça. Ah putain, si, j'ai vu passer plusieurs trucs. Alors, c'est pas lié aux femmes, mais la dernière personne qui a fait ça, c'était une femme, donc désolé, vous allez prendre pour elle. Mais j'ai vu des hommes faire ça aussi, bien sûr. Mais les cons sont partout, hein, attention. Hein. C'était les mecs qui disent qu'ils vont participer à l'UTMB, mais en fait, ça leur pose un cas de conscience écologique. Donc là aussi, il faut d'urgence rétablir la peine de mort pour ces gens-là, voire la torture. Parce que à un moment donné, il faut qu'on se détende. Ils nous ont agacés, ils nous ont tordus pendant beaucoup trop longtemps, et il faut que... Putain, il faut qu'on lâche du lest, quoi. Il faut qu'on les attache à des chevaux, et que chaque cheval parte... chaque chevaux, je sais pas si on accorde là, parte dans une direction différente pour voir qu'est-ce qu'il lâche en premier. Le bras, la jambe, voilà. On a envie de répondre à des questions comme ça visuellement. Et ouais, donc vous avez, donc je résume ces gens-là. Ce sont des gens qui possèdent en France un pouvoir d'achat relativement plus élevé que la population générale. Bon, c'est pas dur, on est un pays de pauvres, mais quand même. Donc ces gens-là vont participer à l'UTMB, hein, le coût est assez élevé, dossard, déplacement, logement, nutrition, possibilité de réaliser son sport tout au long de l'année, hein, ça aussi, ça veut dire que vous avez un travail très très haut placé, ou que vous vivez vraiment comme un énorme pauvre, mais dans tous les cas, vous arrivez à dégager du temps pour le sport, ce qui était totalement impensable en 1950. Bref, passons.
Et vous avez ces gens-là donc, qui vous disent « Ouais, je participe à ça, mais en fait, ça me pose un cas de conscience parce que blablabla, 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 blablabla. » Pourquoi il ne faut pas lire leur texte ? Parce que dès la première phrase, on a quelqu'un qui fait semblant de se plaindre de quelque chose où il va finalement de son plein gré pour se faire saucer, parce que des trails, il y en a d'autres, hein, beaucoup plus discrets, mais ce qu'ils veulent, c'est se faire saucer sur les réseaux sociaux. Ils veulent qu'on les félicite. Ils veulent du like. Putain, et des fois, ils vous le demandent. Likez, partagez. Mais ta gueule. Ça nous intéresse pas. Donc en fait, ces personnes utilisent un smartphone. Ça abîme pas la planète, le smartphone ? Un petit peu quand même. Faut des usines, faut des composants, faut des Chinois de 8 ans qu'on fouette pour les assembler à pas cher. Non, je déconne, c'est des Ouïghours. Bon, j'en sais rien en fait. Puis je m'en fous aussi. Un smartphone, ça fonctionne comment ? Une fois qu'il est fabriqué. Admettons, la personne me dit « Oui, mais moi je l'ai acheté en 2012 et il fonctionne toujours, nanani nanana. » D'accord ? Bon, déjà c'est trop, mais admettons. Internet. Attendez, je réfléchis. Bougez pas, je réfléchis, c'est un sujet compliqué. Internet. Est-ce que Internet pollue ? Attendez, Internet, qu'est-ce que c'est ? Des serveurs qui tournent en permanence pour compiler tout un tas de données, pour sauvegarder des datas. Ok, d'accord. Le signal Internet doit bouger sur la planète. On a des antennes relais. Ok, d'accord. L'énergie, tac, d'accord. Est-ce que tout ça est fourni par le soleil ? Je réfléchis, non, me dérangez pas, je réfléchis. Attendez, est-ce que le soleil permet de faire pousser des antennes relais comme poussent les prunes ? Attendez, je réfléchis, le soleil tape sur l'herbe, le soleil tape sur le prunier, et le prunier crée des prunes, et on peut manger. D'accord. Attendez. Le soleil tape sur un poteau en bois et une antenne relais pousse. Ah bah non, ça marche pas. Ah merde. Ah bah alors comment a été créée l'antenne relais à cause de l'industrie ? Attendez, l'industrie, les usines qui tournent grâce à l'énergie pétrolière ? Tous ces matériaux qu'on a pu fabriquer grâce à des grosses machines qui elles-mêmes ont été fabriquées grâce à l'énergie pétrolière ? Et toi, l'écologiste, tu utilises ça ? Mais t'es vraiment un connard. En plus, je veux dire, avant les années 2000-2005, personne n'avait de smartphone. Et si je regarde les activités de mes parents et mes grands-parents, j'ai quand même l'impression, peut-être même plus mes parents quand même, j'ai quand même l'impression qu'ils avaient passé une belle vie sans ce smartphone. Alors pourquoi, toi, aujourd'hui, tu l'utilises et tu nous fais croire que tu as des convictions écologiques ? Mais tu n'as aucune conviction. Tu épouses l'intégralité de l'industrie pétrolière qu'on peut te proposer. La preuve, t'habites même en ville. Ça, c'est le summum du porcelet, quoi. C'est j'habite en ville. Alors. Donc là, une maison que t'as pas construite de tes propres mains, ou un appartement que t'as pas construit de tes propres mains. Le jardin, tu sais pas ce que c'est. Faire pousser une courgette, tu sais pas ce que c'est. Ta bouffe, tu l'achètes dans un centre commercial ou alors au marché à un vendeur maghrébin qui lui-même l'a acheté chez un grossiste et tu penses naïvement qu'il l'a fait pousser derrière chez lui parce que t'es vraiment déconnecté complètement du monde réel. Et tu nous fais croire que t'es écolo parce que tu montes dans un bus qui fonctionne avec une énergie plutôt douteuse, même si de temps en temps il t'en sort un électrique pour te faire croire que tu vis dans le monde des bisounours. Et t'es là à critiquer moi, mes loisirs, comme si moi finalement j'avais pas le droit d'aller en montagne et que c'était réservé à une élite, ce que tu aurais toi-même pas décidé mais choisi. Et ben je t'emmerde en fait. Et tu n'as aucun pouvoir sur ma vie, donc c'est pas ça, c'est bien. Mais j'aimerais beaucoup en avoir sur la tienne pour réduire ton bilan en carbone, pour le faire passer de plusieurs tonnes à 0. Voilà. Donc voilà, ça m'a beaucoup amusé, ces gens qui critiquent des choses
mais qui en fait eux-mêmes utilisent l'intégralité de la palette d'outils que nous a permis la société actuelle. Voilà, ils se remettent jamais en question, ils font aucun sacrifice et ils vous permettent de juger vos loisirs, alors que eux-mêmes en ont des tonnes. Et ils font ça, qui plus est, en alimentant les réseaux sociaux et en faisant tourner toujours de plus en plus de serveurs. Voilà, ils sont incapables de se passer de quoi que ce soit, mais pour faire chier le monde, là, c'est médaille d'or. Là, c'est pas médaille finisher, c'est vraiment champion du monde, quoi, médaille du premier, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à leur dire. J'avais encore un mot, pardon, désolé. Voilà, maintenant j'ai vraiment traité le sujet de ces connards. N'hésitez pas à leur dire sur justement leur propre post à quel point ils sont stupides et à quel point nous aimerions nous passer d'eux pour faire une société un peu plus intelligente que ces gens qui finalement ne vous font la morale sur l'écologie que pour se faire passer pour des gens bien, parce qu'en fait leur vie est totalement insignifiante et ils essayent de récolter comme ça un petit peu de gloire, un petit peu de like, hein, c'est ça, ils se sentent très seuls, ils veulent du like, hein, ils veulent qu'on les accepte sur les réseaux sociaux. C'est peut-être des gens qui étaient gros ou roux au collège, hein, je sais pas, ceux qu'on bolossait là. Voilà, je sais pas comment ils ont grandi. Malheureusement, ils ont grandi, mais je sais pas. Bon, qu'est-ce que je voulais faire aujourd'hui ? Ah oui, je voulais faire des questions, voilà, toutes celles que j'avais eues. Alors, Valentin Artus, allez, c'est toi qui commence. Donc je lis pas vos questions parce que c'est trop long, et là, quand même, ça va, on va aller à l'essentiel. Nutrition d'avant-course, comment gères-tu cela en fonction de l'heure de départ ? Ben, je comprends pas. Par exemple, cette année, tes 3 courses avaient des départs à des heures totalement différentes, mais on s'en fout, ça. Je pense que le casse-croûte d'avant-course doit pas être le même. Oui, bah déjà, on mange pas de pain. On parle souvent d'un gros apport de glucides 2-3 heures avant. Mais pourquoi faire, Valentin ? Mais tu lis quoi comme livre, toi ? Comment devenir nul en 2 leçons ? Mais je pense qu'avec un départ très tôt comme le Chianti, cela ne doit pas être efficient de se lever encore plus tôt pour se gaver de pâtes 3 heures avant le départ. Mais effectivement, Valentin, t'as tout de suite compris à quel point c'était débile. Le Chianti, je rappelle que le départ a eu lieu à 4h du matin, donc je logeais vraiment pas très très loin du départ, j'avais, je sais pas, même pas 5 minutes de voiture. J'ai dû me réveiller juste avant 3h. Ça devait être 2h50, 2h55. Et j'ai pas déjeuné en fait, Valentin. Pourquoi tu voulais que je déjeune ? Je veux dire, là, t'es chez toi, là. Le matin, qu'est-ce que tu fais ? Tu te lèves à 6h30 pour prendre ton petit déjeuner à 7h, ou tu te lèves à 3h du matin pour bouffer une assiette de pâtes ? Je te laisse répondre à la question. T'as le droit de réfléchir. Bah non. On s'en fiche. T'as mangé la veille. T'as dormi. Les glucides sont dans ton corps, ils se sont pas évaporés, tu vois. Pourquoi tu veux manger une assiette de pâtes avant ? Ça n'a aucun sens. Donc ça on s'en fout, le Chianti on s'en fout, hein. Je me suis réveillé, je me suis changé, si à la limite j'ai mangé 2 œufs pour voilà faire un peu de protéines, peut-être pas avoir le ventre vide, mais voilà. En plus, t'imagines, tu pars à 4h du matin, t'es en train de courir, t'imagines le corps d'un coup il fait oh putain c'est quoi ce bordel là, pourquoi il est en train de courir alors que d'habitude on dort ? Et en plus tout de suite t'as la boisson d'effort, les bars, les gels, faut vraiment être déconnecté de son corps pour se lever 3 heures avant et bouffer des pâtes à 1h du matin. Manger des pâtes... Bon, déjà, manger des pâtes, c'est un peu chaud. Manger des pâtes à 1h du matin. Mais... Alors, Valentin est abonné à mon site, mais peut-être pas depuis assez longtemps. Ouais, c'est pour ça qu'il faut vous abonner à mon site. C'est pour pas que vous lisiez des énormes conneries. Oui, il faut manger beaucoup de glucides 3 heures avant la course. Ah bon ? Pour faire quoi ? Un pic de glycémie, puis après être KO ? Et si t'as mangé naturellement les jours d'avant, il n'y a pas de problème. Hein.
Et après, j'ai fait quoi? Le Lavaredo à 23h. Bah là, c'est pareil, Valentin. Enfin, excuse-moi d'insister, mais le départ de la course est à 23h. Bah, j'ai pris un repas à 19h30. Bah, je veux dire, qu'est-ce que... Je comprends pas ce qui est dur. Dans la vie de tous les jours. Tu manges à 19h30, 20h. Bah là, j'ai fait pareil. L'UTMB départ à 18h. Bon bah pareil, tu manges à midi. Petit goûter à 16h. Départ à 18h. Y a rien de... Pas de truc dur quoi. Qu'en est-il également de la composition de l'assiette? Ah, là on peut discuter. J'entends souvent qu'il faut manger uniquement des glucides pour le confort digestif pendant la course. Ah, putain, mais tu côtoies qui Putain. Arrête tout de suite, là, tu lis que des conneries, là. Mais on dit également que les fibres solubles sont essentielles pour limiter le pic glycémique et améliorer l'absorption des glucides. Ah oui, bah tiens, bah vas-y, amuse-toi à manger des fibres en plein milieu de la course, là, puis tu nous feras un topo après. Donc, question, que manges-tu avant un ultra et quand? Peux-tu me dire ce que tu mangerais avant un trail de 2, 5 à 10 heures également si cela est différent? En fait, le gros problème, Valentin, c'est que tu es focus sur ce qui se passe juste avant la course. Ton corps, c'est le reflet de tout ce que tu as fait sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Si tu t'es créé une perméabilité intestinale parce que t'es quelqu'un d'un petit peu plus faible que les autres et que t'as quand même voulu continuer à manger des pizzas pour te faire accepter socialement et des pâtes, et que du coup tu es dans une inflammation chronique, et bien malheureusement c'est pas en faisant attention le repas d'avant que tu vas réussir ta course. Tu vas la planter magistralement, et puis tu comprendras pas pourquoi. Après les grandes règles évidemment, bah quand vous approchez d'une compétition, vous mangez un peu moins parce que vous le sentez, en fait, vous avez pas faim. Vous avez pas faim parce que vous vous êtes beaucoup entraîné pendant une certaine période. Donc là, bon, vous avez bien mangé. Et puis 3 jours avant la course, vous êtes plutôt en train de vous reposer. Du coup, vous n'avez quasiment plus d'activité physique. Vos besoins caloriques journaliers sont en train de diminuer. Donc forcément, votre sensation de faim est plus basse parce que vous faites moins de sport qu'avant. Donc vous mangez naturellement, je dis bien naturellement, un petit peu moins. Il faut fonctionner au ressenti. Et après, comme disait Antoine Guillon, les 3 derniers jours, faut faire très simple. Faut que des trucs, tu sais que tu vas bien les digérer. Donc, chez moi, par exemple, une assiette que je digère bien, c'est des courgettes cuites, c'est du riz blanc, basmati, voilà, même du riz complet, ça me pose pas vraiment de soucis. C'est... Alors tout ce qui est poisson, ça va être un peu... Voilà, c'est un peu long à digérer quand même. Donc je vais plutôt me tourner vers la viande, les œufs. Pas forcément les repas végétariens parce que ça fait beaucoup de glucides pour peu de protéines. Donc 2-3 jours avant, la recharge glucidique ayant déjà été faite, c'est pas très pertinent. Le yaourt, peut-être éviter un tout petit peu le lait de vache, encore que souvent les gens le digèrent assez bien, mais ça peut être, ça, je dis bien ça peut être un peu plus inflammatoire qu'un lait de chèvre, qui lui-même peut être un peu plus inflammatoire qu'un lait de brebis. Pourquoi ? Parce que à chaque fois, vous avez une industrialisation de plus en plus forte. Vache, très industrielle. Chèvre, moins industrielle. Brebis, encore moins industrielle. Mais après, bien sûr, vous avez peut-être des petites productions autour de chez vous, avec des fermiers, des paysans qui travaillent un peu à l'ancienne, voilà, sur de la petite prod, et là, vous pouvez taper dedans, là. Qu'est-ce qu'on a après ? Quelques noix, quelques oléagineux, mais un peu moins que d'habitude, tu vois. Parce que quand même, ça se digère un peu lentement, tout ce bordel. Un petit peu de chocolat noir. Pareil, j'essaye d'en manger moins, mais bon, souvent, j'en mange quand même la même quantité. Le café, tu vois, par exemple, au lieu de prendre 4 espressos, je vais peut-être en prendre que 2. On diminue un peu, tu vois. Voilà. Une fois que t'as tous ces bons aliments qui se disent « Ouh là là, putain, j'ai oublié l'huile d'olive !» Ou quelle erreur !
Ouh là là, j'avais pas mis de graisse, pardon, autant pour moi. Bon, bah ça vous en mettez. Huile d'olive, huile de colza. Bon, c'est ce que j'ai sous la main, là. Bon, là, on est bien. Hein. Les fruits. Ah, les fruits. Ah, chez moi, la banane. Hein. La banane, là, ça digère nickel. Fin août, c'est la saison. Petite prune, petite couèche. Ne pas trop en abuser, ça accélère quand même pas mal le transit. Enfin, en tout cas, chez moi. Une petite par-ci par-là, mais pas 4-5 d'un coup. Et puis voilà. Et comme on est aussi dans une diminution d'activité, on fait pas forcément attention et tout, on est un peu focus sur la course, on est un peu stressé, tout ça, ne pas oublier de boire. Pour ça, ma recette miracle, c'est de remplir mon jerrycan. Je sais pas comment ça s'appelle, ça fait 2 litres presque. Ça doit avoir un nom, mais... Bon, je l'appelle mon jerrycan tous les matins, et le but du jeu, c'est que le soir, il soit vide. Comme ça, bon, je suis sûr que j'ai assez bu. Si j'ai trop bu, bah, je vais aux toilettes. Quand même bien foutu. Et ne pas oublier les petits apports en sel. Hein. Pareil, souvent on se déplace, machin, on n'est plus chez nous, on a oublié le pot de sel. Là, Et bim, niqué. Donc voilà, méfiance là-dessus aussi. Voilà pour Valentin. Benjamin Béant, oula putain, c'était un très très long message, alors je te remercie pour tout, c'est vrai que j'ai lu tout à l'heure, Benjamin. Ah, c'était une suggestion, pardon, bon je vais quand même vous la donner, mais c'est vrai qu'elle est intéressante. On a fait un J- machin pour aller à l'UTMB, et Benjamin me suggère de faire un J+, après l'UTMB jusqu'à la phase de reprise. C'est vrai que ça c'est une question qui revient souvent, quand, surtout cet été à Tignes, quand j'ai... mis mon film sur l'UTMB 2021 et qu'on faisait des questions-réponses, souvent les gens parlent de l'après, combien de temps il vous faut pour, et vous avez du mal à comprendre la notion d'objectif, en fait. Moi, une fois que l'UTMB est terminé, c'est fini, quoi, y a pas... En fait, que je reprenne le sport dans 1 semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 4 semaines... J'en ai rien à foutre. L'objectif de l'année est terminé. YOLO. Après, on pourrait s'amuser à se pignoler sur essayer de reprendre le plus vite possible, de guérir le plus vite possible. Mais en fait, c'est pas vraiment l'intérêt du truc. On est là, on prépare un objectif, et on fait cet objectif. On n'est pas en train de penser à la suite. Il n'y a pas de suite. Tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, il n'y a pas de suite. Parce qu'on n'a pas fait l'étape. L'étape, c'est franchir la ligne. Donc on réfléchit pas à « Ah tiens, le lendemain matin, est-ce que je ferai de la pressothérapie ?» Non ! Tu franchis la ligne ! Tu franchis la ligne et après t'ouvres ta gueule ! C'est pour ça que l'an dernier, c'était un peu dur. D'ailleurs, l'an dernier, délibérément, je n'ai pas rebondi sur une autre course. Bon, j'ai abandonné pour aller voir... mon frère, sinon c'est vrai que j'aurais quand même été en capacité de finir assez loin, hein, du coup, hein, là il faut le reconnaître que physiquement ça allait plus, hein, j'aurais fini loin. Mais du coup derrière il n'y avait pas de « Ah bah vite, je rebondis sur je vais faire ça, je vais faire ça ». Non, on n'est pas sur une course à la consommation. Il y avait un objectif, il a été raté, tant pis pour ma gueule, et voilà. Mais c'est vrai, Benjamin, qu'il faudrait le faire une année, ça peut être intéressant de voir un petit peu... Qu'est-ce qu'on peut faire, quand on peut le faire. C'est vrai que ça donnerait un peu un carnet de route pour tout le monde. Hein. C'est toujours l'idée, c'est de partager sur le site. Qu'est-ce que j'avais par là ? Guillaume le Petit. Bon, ça c'est une vieille question. Plan de course pour un ultra, focus sur les temps de passage. Donc Guillaume a utilisé des documents que j'avais déjà partagés par le passé, comme pour le Lavaredo, incluant des temps de passage. Donc vous avez tous mes documents sur toutes mes courses depuis 2020 sur mon site internet. Hein. Je vous laisse réfléchir à la richesse du truc. Hein. Oui, mais je peux pas m'abonner parce que c'est payant. Nanana. Oui, bon, vas-y. Continue de liker des publications idiotes sur Instagram et arrête de me casser les couilles. Ne m'écoute plus, en fait. Ça m'intéresse pas. Je suis curieux de votre méthode pour définir les temps de passage.
La question n'est pas spécifique à la préparation de l'UTMB. D'ailleurs, ma question a davantage de valeur dans le cas d'un trail qu'on n'aurait jamais couru. Et oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que Guillaume, j'allais botter en touche en te disant que je me servais des années passées pour affiner les temps de passage. Et toi, tu me dis, non, un trail où on n'a jamais couru. Ah, salaud. Ouais. C'est compliqué. Quand t'as jamais fait, tu ne peux qu'imaginer ce qui va se passer, mais tu seras probablement loin de la réalité. Mais on peut mettre des repères. On peut mettre des barrières, des intervalles. Quelles seraient vos bonnes pratiques ? Au feeling, on part à fond, chargé à 120 grammes de glucides par heure, on fait une David Roche. Alors, David Roche, c'est le coureur qui a été monté en épingle sur les réseaux sociaux. Et quand je me connecte sur le site de la Western States, qui est une grande compétition mondiale, je constate que cette personne a abandonné et ne l'a d'ailleurs jamais terminé. Je me demande si c'est intéressant de se servir de ses conseils. Je constate sur sa page Instagram qu'il est en relation de couple avec un médecin. Enfin, une médecin. Enfin, on s'en fout. Qu'elle l'encourage, voire lui fournit des antidouleurs durant la course. Je me demande s'il est intelligent de suivre cette personne, puisque voilà ce qu'il nous montre. Qu'est-ce qu'il fait quand on ne le voit pas, quand la caméra n'est pas sur lui ? Vu ce qu'il fait quand la caméra est sur lui et comment il répond aux gens qui lui disent « Ouais, quand même, les médicaments, c'est un peu abusé », qu'est-ce qu'il fait loin des projecteurs ? Est-ce qu'il se pique avec de l'EPO ? Est-ce qu'il prend des hormones de croissance ? Est-ce que parfois, dans les coups durs, il utilise des stéroïdes anabolisants ? Toutes ces choses qu'ont utilisées pendant maintes années les cyclistes, on ne le sait pas, en fait. Et vu son comportement face caméra, moi, je ne peux pas adhérer à son contenu, en fait. L'image véhiculée est quand même très particulière. Et son entourage est douteux. On part en footing souple la première moitié, on se met un réveil pour passer à la seconde. À l'entraînement, sur les sorties longues, on repère ses allures moyennes effectuées. Oui, ça c'est bien. On recherche les chronos et temps de passage de plusieurs coureurs sur plusieurs éditions passées. Oui, alors attention, ça peut être très piégeux. Parce que vous tombez sur les chronos des années passées. Souvent, quand c'est chronométré par Lifetry, vous retrouvez les temps de passage des années passées sur pas mal de courses. Le week-end dernier, on a eu l'échappée belle, le Grand Raid des Pyrénées, donc c'est chronométré par... Enfin, c'est rebalancé sur Lifetry par les chronométreurs terrain. Et effectivement, on peut accéder aux autres années, et on peut regarder si on a des amis. Voilà, vous savez que vous courez un petit peu plus vite ou un petit peu moins vite que machin bidule, et vous voyez ces temps de passage. Mais ne les copiez pas tout de suite. Demandez-lui d'abord comment lui a vécu la course. Parce que ça se trouve, le mec au milieu, il a eu un coup de barre monumental. Ou alors il est parti trop vite et il a fait que baisser d'allure jusqu'à la fin. Et du coup, en le copiant, vous allez vous aussi partir trop vite. Donc demandez-lui vraiment comment il a vécu sa course avant de vous inspirer de ses temps de passage. On mise tout sur la prépa mentale. Ah oui, enfin, c'est un peu dommage. Il n'y a pas que ça, quoi. C'est toujours, vous voyez toujours, ça c'est la réaction typique. Vous voyez un truc, vous foncez, vous voyez un paramètre, vous foncez dessus, alors qu'en fait, il y en a 10. Du coup, vous dites, ouais, mais ça, j'ai fait à fond, j'ai nanana. Et là, moi, je lève la main, je fais, oui, mais les 9 autres. Ah bon, il y en avait d'autres ? Ah bah oui. On relativise la question des temps de passage, on se prend pas trop la tête, car c'est pas essentiel pour réussir. Alors, si tu mets pas de critères de réussite, tu ne peux pas réussir par définition. C'est limpide en fait. Si tu dis ouais, je veux finir cette course en 12 heures et que tu l'as fini en 12h20, c'est un échec, c'est pas une réussite. Ça, c'est toi qui définis la réussite en fait. Sinon, aux yeux des gens, c'est gagner la course. Bon, c'est un peu dur.
Donc c'est toi qui définis ta réussite. Ça aussi, c'est important. Il y en a beaucoup, ils définissent pas la réussite, donc ils ne peuvent pas juger si ça s'est bien passé ou mal passé. Et après, ils se racontent des histoires. Tu te poses beaucoup trop de questions, Guillaume. Je pense que le problème, c'est que tu pratiques pas assez et que tu te poses trop de questions. À un moment donné, il faut y aller. C'est comme avec les femmes. Vous aviez toujours au collège ou au lycée, pour ceux qui étaient un peu en retard, vous avez toujours le gars, tu sais, il parle à des filles, il leur parle, il leur dit ouais, t'as vu, machine, elle m'a dit ça, ça et ça, nanana. Puis toi, tu le regardes avec un peu de désespoir et tout, parce que lui, il t'explique que parce qu'elle a mis un smiley à la fin de sa phrase, ça veut peut-être dire que éventuellement elle accepterait une sortie au restaurant ou Dieu sait quoi, puis en fait, toi, ça fait 3 semaines que tu la sautes, quoi. Donc tu le regardes comme ça, ton pote, tu dis oh putain, mais quand est-ce qu'il va y aller, quoi? J'exagère un peu, mais putain, on avait tous ce genre de personnes avec nous. Tu le regardais, tu me disais putain, mais oh, mais tu vas y aller, oui. Ça suffit maintenant. Ah là là. Ah mais t'as vu, on est allé au cinéma et tout. Mais tu lui as pris la main? Non, bon bah c'est nul. Ah putain. Ah ça c'était quand même formidable cette époque. Il y avait le premier point, tu vois. Elle venait avec toi au cinéma. Tu dis bon. Déjà elle me prend pas pour un facochère. Et là, il y avait ce moment crucial. Où c'était qui tout double. La main sur la coudoir. Et là, soit il y avait le contact qui restait, soit il y avait le contact accidentel qui fuyait. Bon, là après, bah écoute, tu reprenais le pot de popcorn et puis tu priais pour que le film soit intéressant jusqu'à la fin. Ah putain. Ah putain, c'était bon ça. Ah c'était bon quand même. Ah, ils avaient raison, les vieux, ça passe trop vite. Ah, si je refais ça aujourd'hui, on va me traiter de pervers. Je peux plus le faire, putain. Quelle horreur. Bah sinon, pour en revenir au temps de passage, Guillaume, je pense qu'il faut accepter l'échec relatif et la découverte. Il faut vraiment te mettre des intervalles assez espacés. La seule chose que tu peux faire, c'est te renseigner sur la technicité du terrain. Déjà, est-ce que c'est un terrain où globalement tu t'en sors ou un terrain où tu galères? 2, justement, tu m'as mis des petites courbes là. En regardant le dénivelé, la manière dont on fait le dénivelé, attention, c'est intéressant. Vous prenez 2 points. Entre les 2 points, il y a 12 km et 600 de dénivelé. Si c'est une montée et une descente, ce sera moins rapide que si c'est une première montée, une première descente, une deuxième montée, une deuxième descente. D'accord ? Il y a la manière de réaliser le dénivelé. Par exemple, je reprends l'exemple de 12 km et 600 D+, quand vous êtes chez vous et que vous faites un petit tour tranquille, vraiment tout doux, hein. Vous voyez quel temps vous mettez pour faire ça, si c'est en une ou en 2 montées, et vous adaptez par rapport à la course. Et évidemment, si vous êtes sur la section en fin de course, ne mettez pas le même temps que sur la section en début de course, parce qu'il y a un petit peu de fatigue. Donc comme ça, tu peux créer tes intervalles. Ça, déjà, si quelqu'un te fait l'assistance, c'est quand même mieux que tu lui files plutôt 1 heure que de dire « Ouais, bah tu verras bien quand j'arrive ». Et puis encore une fois, s'il y a les temps de passage des autres points de chrono, il peut voir ton évolution, donc comme ça, il peut affiner lui-même. Et après, ce qui est pas mal, c'est de questionner les autres coureurs. Hein. C'est vrai que maintenant, il y a pas mal de monde qui court depuis plusieurs années. Donc sans doute que la course que tu veux faire avec des temps de passage réfléchis en amont, sans doute que tu as déjà des connaissances qui l'ont faite. N'hésite pas à regarder le classement des années passées pour voir si tu trouves une tête connue. Et n'hésite pas à lui demander un petit peu quel a été son plan de course, quel a été son ressenti. Voilà, si vous vous connaissez bien, dis-lui, bah, qu'est-ce que t'en penses, tu vois, on s'entraîne un peu ensemble, qu'est-ce que t'en penses, je peux faire un peu mieux, un peu moins bien, à tel endroit. Ça peut être très intéressant, plutôt que de rester sur son ordinateur à partir dans des calculs mathématiques qui souvent vont vous amener à faire des immenses conneries, parce qu'on n'a pas toutes les billes en main, en fait. Et ben, privilégier le dialogue, voilà, l'expérience des anciens.
Encore une fois, on parle d'une course que vous n'avez jamais faite. Et au-delà du temps de passage, là où je vais rebondir sur la préparation mentale que tu nous suggérais, c'est la préparation tout court. Bien préparer son matériel pour faire face à toutes les éventualités et ne pas être surpris le jour J pour rester dans ce rythme entre guillemets confortable qui te permet d'avancer le plus longtemps possible à une vitesse qui est pas ridicule. Parce que le moment où ça va partir en sguégou, il faut que ce soit le plus proche possible de l'arrivée. Et d'ailleurs, si tu me suis depuis un petit moment, Guillaume, tu te rends compte à quel point cette tâche est difficile, puisque sur les courses où je me rends pour la première fois, j'essaye toujours de vous dresser des temps de passage, mais en fait, ils sont rarement exacts. Alors, ils sont jamais complètement stupides, mais tu vois bien qu'à chaque fois, il y a un petit delta. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de te dire, tiens, j'aimerais bien y arriver entre telle heure et telle heure, parce que si tu fixes un temps de passage et que tu passes un petit peu en retard, tu vas dire, oh là là, je suis en retard sur mes temps de passage. Et psychologiquement, l'engrenage arrive. Alors que si tu te fixes un intervalle, puis tu arrives un petit peu au milieu, un petit peu à la fin, un petit peu au début, tu te dis, bon, je suis dans l'intervalle. Donc là, en fait, ton cerveau est rassuré parce qu'il visualise une action positive. Et si t'es un peu à la fin de l'intervalle, tu fais, ah tiens, je suis plutôt un peu lent, c'est vrai que je me sens bien, je vais accélérer un peu pour le prochain intervalle. Et si t'es proche du temps bas, tu vas te dire, ouais putain, là je suis quand même peut-être un peu rapide, c'est vrai que je suis quand même un peu essoufflé, puis là cette barre, là j'ai eu un peu du mal à la bouffer, je vais ralentir un peu. Tu vois, tu peux affiner comme ça, paf, 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 ou coup par coup. Tu peux aussi réfléchir. Bon, il faut du recul, du coup, pendant la course. Premier intervalle, t'es un peu rapide. Deuxième intervalle, t'es un peu lent. Tu peux te dire, oulala, la section entre les deux, elle a été vraiment lente. Qu'est-ce qui va pas ? Putain, est-ce que j'ai assez mangé ? Merde, j'ai oublié de bouffer. Est-ce que, tu vois ? Et tu affines comme ça. Voilà, Guillaume, malheureusement, j'ai pas plus de détails magiques à te donner. Christophe Provost, patati patata. Est-on capable d'établir une règle mathématique pour tenir l'objectif de, entre guillemets, ne pas partir trop vite en trail long et ultra trail ? Oui. On part pour un UTMB. On ne dépasse pas le SV2, on ne touche pas le SV2, on ne rentre pas dans la zone SV2, et si on définit ces plages cardiaques avec 5 zones, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5, je sais c'est original, vous mettez maximum à l'entrée de la zone 3, et c'est vraiment un maximum. Ah oui, mais les gens, ils me doublent. Et vous mettez votre ego dans votre poche, et si votre ego est plus fort que vous, vous êtes dans la merde. Voilà. Si on part du postulat qu'un départ très prudent permet d'obtenir une fin de course performante. Mais un départ très prudent, Christophe, permet toujours d'obtenir une fin de course performante. C'est toujours. Voilà. À l'arrivée, vous interviewez les gens. Tout le monde est déçu d'être parti trop vite. Personne n'est déçu d'être parti trop doucement. Voilà. La statistique est juste monstrueuse. Et après, encore une fois, votre ego surdimensionné peut vous faire croire l'inverse, mais il vous baise. En mesure de calculer une règle simple pour tenir un bon pacing. Donc, c'est ce que je disais dans la préparation à l'UTMB. En fait, au bout d'un moment que vous avez bien respecté justement ces zones au début pour ne pas en faire trop, vous dites putain c'est facile, putain c'est facile, putain c'est facile. Et au bout de la 6e heure, vous faites ah bah tiens, voilà en fait ça commence à être un peu... Et là ça y est, là vous rentrez dans la course, là ça y est, là vous l'attrapez là. Évidemment, le profil doit être pris en compte. Non, pas du tout, Christophe. Un profil 6000D n'est pas comparable à un profil Templier. Non, pas du tout. En fait, t'as pas compris ce que c'était un départ rapide. Un départ rapide, c'est je crée des déchets organiques, je crée une situation de stress énorme à mon corps pour un gain supposé
et non prouvée. Cette situation de stress monstrueuse que j'ai créée dans mon corps à cause d'un ego surdimensionné qui fait que lorsque j'ai vu passer la première féminine, j'ai vu rouge et j'ai absolument voulu la doubler. Je suis un homme préhistorique incapable de se contrôler, et donc je suis parti trop vite, donc ma fréquence cardiaque a été trop élevée, donc le sang dans mon corps ne va plus vraiment dans les muscles et il est plutôt... si justement il va que dans les muscles et il est pas dans l'estomac. Par contre l'estomac, l'intestin, la bouffe quoi. Et donc toutes ces raisons font que j'ai du mal à m'alimenter, patati, patata, oh là là, telle marque ça passe pas, c'est eux, ils sont méchants, ils ont mis du fructose au lieu du glucose, mes couilles sur ton front, je me pignole sur des détails, mais surtout c'est pas moi avec mon départ trop rapide qui est foutu la merde. Autre chose, quand tu fais un départ trop rapide, donc déjà ton plan nutrition, hop, tu te le tailles en biseau, tu te le mets dans le cul. Je l'ai prouvé sur des UTMB, je l'ai moi-même prouvé, donc il faut arrêter de oui mais non en fait. Autre chose, quand vous partez trop vite, donc vous déclenchez plusieurs problèmes, et deuxième gros problème, votre température corporelle augmente très vite et atteint le niveau plateau, et au niveau plateau, après vous ne faites que baisser d'allure, vous êtes nul, les gens vous dépassent, si psychologiquement vous êtes un peu faible, vous abandonnez en inventant tout un tas d'excuses absolument ridicules que votre femme a la gentillesse d'écouter alors qu'elle devrait vous mettre une gifle en vous disant « t'es juste un couillon qui est parti trop vite ». Et oui, donc votre température corporelle, une fois qu'elle est arrivée sur le plateau, en fait elle va osciller très très haut, mais elle va rester haute. Alors que si vous faites un départ raisonnable qui monte gentiment en pression, parce que vous restez dans la zone 1, parce que vous restez dans la zone 2, puis quand c'est du plat ou de la descente, vous redescendez en zone 1, etc. Vous êtes en aisance, vous êtes tranquille, vous êtes dans le SV1, et vous n'allez pas au-dessus. Et ben, à ce moment-là, votre température corporelle, elle augmente petit à petit au fur et à mesure de l'effort. Et au lieu de faire une courbe qui monte comme ça d'un coup, comme le créneau de taux, pour celles et ceux qui ont fait de la physique, comment on pourrait dire, pas l'exponentielle, du coup là vous faites une logarithme inverse, bon on s'en fout, et bien en fait ça va monter, voilà, une petite droite gentiment, et vous allez mettre peut-être 10 heures à atteindre la température corporelle que vous avez atteint en 1 heure en partant trop vite. Et ça justement ça vous permet de tenir plus facilement et plus longtemps votre plan nutritionnel, lequel vous permet d'alimenter correctement vos muscles, etc., et de réaliser une bonne course. Alors après, tu nous as sorti, Christophe, tout un tas de conneries parce que tu ne veux pas admettre l'évidence de la fréquence cardiaque qui fonctionne très très bien. Quand il fait chaud, la fréquence cardiaque augmente. Et vous êtes là, ah oui, mais je veux absolument tenir 15 km/h sur le plat, parce qu'en fait, quand j'ai fait un test l'hiver dernier à SV1, j'étais à 15 km/h sur le plat, donc c'est absolument valable tous les jours de la putain de vie. Bah non, en fait, ton corps est en train de te le dire et toi tu veux pas l'écouter. Non, je sais mieux que lui, parce que il y a eu des études scientifiques sur des souris qui faisaient du bateau. Alors ça colle parfaitement à la pratique humaine de la course à pied. Putain, c'est infernal. Pourquoi les gens font exprès d'être cons ? Donc tu respectes ta putain de fréquence cardiaque. Si elle augmente parce qu'il fait chaud, c'est parce que la chaleur est un stress. Donc arrête de mettre 25 000 stress partout. Accepte-le en fait. Il fait chaud, je ralentis. Point barre. Ouais, du coup... 35 exemples. À la distance 35e % de la course, je dois avoir une vitesse moyenne équivalente à 115% de ma vitesse moyenne finale objectif. Peut-on par une règle simple établir un calcul qui nous permettrait de tenir des pacings raisonnables ? Tu vois Christophe, tu te prends la tête sur des conneries avec des phrases qui n'ont ni queue ni tête, qui sont des inventions humaines, un mélange de mathématiques et de français qui ne colle pas à des sensations corporelles simples établies depuis des millénaires. On a inventé un magnifique outil qui est le capteur de fréquence cardiaque. Alors, je suis d'accord avec toi, par contre, on n'est pas à la pulse près. Parce que ça varie quand même un peu, c'est quand même un capteur... Mais suivant votre FC Max, vous êtes à
plus ou moins 10 pulses près, plus ou moins 5 pulses près, plus ou moins 3 pulses près. Pour celles et ceux qui sont vraiment totalement réfractaires de l'utilisation de ce genre de choses, vous pouvez aller vous faire enculer. Non, je déconne. Vous pouvez utiliser quoi? Ah oui, le souffle. C'est un peu dur, faut quand même l'avoir pas mal expérimenté à l'entraînement. Donc quand je dis l'expérimenter à l'entraînement, c'est pas j'écoute mon souffle à l'entraînement, c'est j'ai un capteur de fréquence cardiaque à l'entraînement, j'écoute mon souffle et j'essaye de comprendre tel souffle correspond à quelle zone. Moi j'y arrive. Parce que je suis un élu de Dieu. Non, je déconne. Parce que je cours depuis 2014, parce que je porte un cardio-fréquence-mètre quasiment quotidiennement depuis 2006. Donc, si tu veux, il y a un certain, je dis bien un certain bagage technique derrière. Donc effectivement, j'arrive à deviner à 3, 4, 5 pulsations près à combien je suis. Ça s'appelle l'expérience. Voilà pourquoi je pourrais, si mon cardio-fréquence-mètre déconne, va savoir pourquoi au départ de l'UTMB, je sais pas, ça affiche pas la fréquence cardiaque. Bah c'est normal, ça fait 3 quarts d'heure que t'es assis sur la ligne à attendre, peut-être le truc s'est asséché, peut-être finalement t'as pas vu mais tu l'as un peu mal mis, bon, il y a tout un tas de choses qui font qu'on peut pas l'avoir, et bien je serais capable de comprendre un petit peu à quelle allure je suis. Voilà. Pas mieux Christophe. Je fais un effort longue distance, je fais pas de SV2. Par contre, effectivement, si tu fais les Templiers, ouais, non, mais si tu dépasses 10 heures, ça va pas, quoi. Disons que tu fais un effort de 6 heures, là c'est différent, parce que tu vas pouvoir faire justement des hautes fréquences à des moments, etc. Mais au-delà de 10 heures d'effort, plus ça à faire, quoi. Johan Huard qui a terminé son GRP 120 km, donc j'espère qu'il a pas eu le problème, mais il me dit souvent je finis avec des pieds dans un très sale état qui me font souffrir pendant des heures en fin d'ultra. Que dois-je mettre en place pour bien préparer mes pieds avant la course? Et ça c'est pareil, vous réveillez juste avant votre course. Bon, c'est pas son cas, mais je caricature. Vous faites de la merde toute l'année, et juste avant la course, ah putain, il faut absolument que je... Bah oui, mais non, en fait. Donc pour préparer des pieds avant une compétition, il faut courir régulièrement, toute l'année, dans différentes avec différentes météos, la chaleur, la fraîcheur, etc., etc. Plus vous courez sous différentes météos, plus vos pieds s'habituent. Et bien évidemment, il faut faire attention à votre matériel, les chaussures que vous utilisez. Donc moi, par exemple, ça a quand même été le jour et la nuit quand je suis passé sur Altra, parce que comme j'ai un pied large, et ben dans la chaussure large, il est parfaitement installé. Par contre, quand j'avais des chaussures plus fines, des Hoka, des Asics, ce que tu veux, le pied était serré, et du coup, ça frottait anormalement sur les côtés. Ça, j'avais des ampoules sur les côtés, c'était complètement con. Bon, ça venait de la chaussure. Après, il y a aussi l'utilisation de la chaussette. Il faut une chaussette qui soit pas trop chaude, pas trop fine. Donc là, moi, j'ai trouvé un peu chaussure à mon pied avec la chaussette de France, parce qu'ils utilisent un textile de bonne qualité, mais quand vous étendez les chaussettes d'une machine, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de typologies de chaussettes. Donc là aussi, c'est à vous de tester, d'essayer. Il y en a certaines, vous allez vous rendre compte que vous êtes un peu plus confortable qu'avec d'autres. Et puis enfin, il y a le pied à proprement parler. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre dessus? Alors il y a des trucs de citron, de tannage, donc ça repose sur rien, hein, à part de l'expérience de certaines personnes, mais ça veut pas dire que c'est pour tout le monde pareil. Et ce qu'on voit parfois, c'est qu'au fur et à mesure de l'année, moi je marche beaucoup pieds nus par exemple, et c'est vrai que des fois j'observe que le pied est un peu sec. Et ben en fait, régulièrement dans l'année, quand je fais cette constatation, pendant 2-3 jours, ou alors un jour sur deux pendant une semaine, je vais mettre une crème hydratante. Donc là, par exemple, j'utilise le Baume Alpin
ou le baume protecteur, je sais plus. Attends, il est pas là. De Monter Mon Nature, puisque ce sont des produits qui poussent dans les Alpes et il n'y a pas de pétrole. Voilà, vous prenez la crème NOC, c'est équivalent à tremper vos pieds dans un baril de pétrole. Voilà, en plus, si vous êtes écolo, bon, quand même pas terrible, quoi. Une fois que ça c'est fait, c'est-à-dire que toute l'année, j'ai bien fait attention à ce que mon pied ne parte pas trop en couille, avec de la sécheresse, avec de la corne aussi. Là aussi, ça peut être intéressant, une fois dans l'année, d'aller chez le podologue pour se faire enlever un peu la corne, si vous avez des morceaux complètement débiles sous les pieds. Donc il y a tout un tas d'outils en fait à utiliser régulièrement, pas tout le temps, pas pam, crème hydratante à mort. Je l'ai fait en fait, me mettre de la crème hydratante les 30 jours avant l'UTMB, je l'ai fait. Je n'ai pas vu de bénéfice à ce que je fais cette année par exemple, c'est-à-dire quand je vois que le pied est un peu sec, je le badigeonne de crème pendant quelques jours, puis après ça va. Mais il n'y a pas une régularité dans l'année. C'est de temps en temps je fais tiens, là il est parti un peu dans la sécheresse, bam, je mets un petit coup de crème hydratante pendant 2 jours, hop, ça va mieux. Et après il y a ce qu'on fait pendant la course. Donc changer de chaussettes et de chaussures en remettant peut-être un peu de crème hydratante. Effectivement, pour quelqu'un qui a les pieds fragiles, ça peut être intéressant. C'est ce qu'a fait Baptiste Chassagne en 2023. Il s'est quand même arrêté aux Contamines, à Courmayeur, à Champais, à Trian et à Valorcine pour se remettre de la crème hydratante et des chaussures propres. Parce que lui était très inquiet de l'état de ses pieds. En 2024, il a amélioré sa santé au quotidien, on va dire, en termes de pieds. Et du coup, il a eu moins besoin de s'arrêter lors des ravitaillements en 2024. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Au lieu de faire 10e, il a fait 2e de l'UTMB. Bon, il n'y a pas que ça, mais quand même, il y avait un petit peu moins d'arrêt ravito. Donc voilà, Johan. Bon, de toute façon, je sais que tu as bien fini le JRP 120. Mais voilà un petit peu les conseils pour préparer ses pieds. Et aussi, il y a quelque chose que tu peux pas gommer, c'est les années de pratique. Donc normalement, tu es censé améliorer l'état de tes pieds au fur et à mesure des années de pratique. C'est-à-dire, les premières années, putain, il y a plein d'ampoules, c'est le bordel. Et au fur et à mesure des années, ta peau, elle se fait un peu à ta pratique. C'est là où le corps humain est quand même formidable. Et donc, tu vas avoir de moins en moins d'ampoules. Tu vois, moi, c'est ce qui m'arrive. J'en ai quasiment plus. Après, des fois, tu sais pas pourquoi... putain, sur le petit doigt de pied, il y a une ampoule qui a poussé pendant l'ultra, puis celle-là, elle fait super mal, la salope. Mais c'est vrai que quand tu regardes le pied, il est nickel, il y a que cet endroit-là où ça a merdé, quoi. Donc t'es jamais à l'abri, bien sûr, mais tu vois quand même avec les années et cette bonne préparation que je t'ai dit, tu vois que ça améliore les choses. Brieux Bernard, je viens de terminer mon premier 100 miles au Val d'Aran. Parcours réduit, oui, bon, on s'en fout, t'as quand même fait 143 bornes. Je le termine en mode sauf qui peut et j'explose complet sur les 2-3 dernières heures. Oh, c'est pas très grave ça, Bernard. Brieux, pardon. Parmi mes nombreux facteurs limitants, il y en a un qui revient à chaque course et qui freine vraiment la performance, c'est l'état des pieds. Ah tiens, voilà, écoute... J'ai tenté pas mal de trucs. Le mec essaye de justifier ses échecs, quoi. T'as échoué, Brieux. Changer de godase, j'étais en Salomon, je suis passé en Ocam à Fat Speed. Ouais, je vois pas bien ce que ça change, mais... T'as changé de marque, ouais, du coup t'es content. En fait, peut-être que t'as besoin de paires larges. Je sais pas, j'ai pas vu tes pieds, mais... Changer de chaussettes aux bases de vie avec des modèles différents. Une paire de Duc Army, bien sûr. Oui, des chaussettes fabriquées en France par la Chaussette de France. Mettre des kilos de crème anti-frottement. T'en as peut-être trop mis aussi. Je suis même allé jusqu'à tanner mes pieds avec des citrons les semaines avant la course. Ouais, comme quoi c'est bien de la couille. Avec ces petites stratégies, j'arrive à repousser l'apparition des douleurs, mais elles finissent toujours par arriver. Ah, c'est intéressant. T'arrives quand même à repousser ça, mais tu constates que ça arrive quand même sur la fin. Ça se trouve, d'ici 1 an ou 2, t'as plus de problème. Il y a ça aussi. Donc tu dois être quelqu'un à la peau vraiment sensible. Ça, malheureusement, il y a des gens, ils sont très sensibles, et d'autres un peu moins. Ça, c'est un peu la vacherie.
Je suis un coureur lourd, 80 kg, 82, ça doit jouer aussi. Bon, c'est pas non plus pas un hippopotame, quoi. J'habite et je m'entraîne en ville, ce qui n'aide pas à s'entraîner en descente et à habituer le pied. Ah, ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que moi, ce que j'ai observé, c'est quand même souvent quand je me, entre guillemets, détruis les pieds, c'est parce que je suis allé faire un max de dénivelé, ou j'ai couru pendant des jours sur un terrain très sec, avec des descentes très raides, et ce qui fait que le pied, tu sais, quand c'est raide en fait, à chaque fois que tu poses le pied par terre, la chaussure se bloque, et du coup, ta chaussette fait un petit mouvement d'avancer. Ton pied avance dans la chaussure à chaque fois. Donc à chaque fois, ça crée un frottement chaussette sur semelle. Et c'est pour ça que l'échappée belle, les gens se plaignent souvent des pieds, parce qu'en fait, toutes les descentes sont très très raides. En plus, elles sont sur des cailloux. Et du coup, souvent, on fait des choses inhabituelles. Donc après, on peut se plaindre aussi d'un genou, d'un TFL, des choses comme ça. Mais l'usure prématurée du pied peut être liée justement à un terrain beaucoup trop différent de ce que ton pied connaît toute l'année. Et vu tout ce que tu fais en amont, les changements de chaussures, de chaussettes, la crème, à mon avis, tu dois être quasiment au top sur l'outillage autour de tes pieds. Et ce qui te manquerait maintenant, de ce que tu me dis, c'est 30 € d'ailleurs la consultation. Ce qui manquerait maintenant, en fait, c'est de coller au terrain, c'est-à-dire, si tu veux faire le Val d'Aran, il faut que tu puisses passer du temps en montagne un peu avant. Alors c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'évidemment, il faut pour ça mettre des congés que t'as pas forcément envie de dédier à ce genre de pratique, ou déménager. Mais bon, c'est pas facile non plus. Et je vois que ça, moi, je pense dans ton cas, il faut que tu colles au terrain. C'est ça qui doit te niquer. Allez, j'en fais une petite dernière de Yannick Boyer, après c'est déjà fini, je sais. Merde, elle est passée où ? J'avais sous les yeux. Ah. Bonjour mon duc bien-aimé. Question autour des indicateurs de performance à l'instant T à travailler pendant ton bloc et à utiliser dans l'UTMB lors des entretiens avec monsieur Stéphane Brognard, que j'ai particulièrement apprécié, notamment car ils m'ont aidé à passer mentalement mon premier DNF. Oh, Yannick. Qui a été finalement une très bonne chose avec du recul. Oui, bon. Je ne refais pas l'entretien. Ah, que tu as fait, d'accord. Mais il évoque notamment le pilote dans le véhicule. Ouais. Que ça, j'ai bien travaillé cette année, ouais. Vincent Bouillard et sa donnée de référence de watts qu'il a utilisé. Oui, une donnée qui ne veut rien dire, hein, mais ok, je comprends. Après plusieurs semaines passées après tes entretiens, ton expérience sur l'UTMB, donc les 6 autres UTMB que j'ai couru, parce que pour ceux qui me découvrent, je vais quand même participer à mon 7e de suite. Quelle va être la stratégie sur les données et les repères utilisés que tu vas utiliser ? Oula. J'imagine en plus que ton coach, M. Patrick Bringer, doit également avoir un avis. C'est essentiellement cardiaque, Yannick, au début, hein, du coup. Vraiment, ça va être ne pas rentrer dans cette zone 3, ne pas approcher ce SV2, et accepter que les gens me doublent, hein, parce qu'ils vont me doubler, beaucoup vont me doubler. Après, je peux avoir des petits repères, tu vois, au début. Mais en même temps, je pense pas que les gens me donnent ma place, parce que je devrais être au-delà de la 100e place sur les premiers points de passage, disons jusqu'à la Balme. Mais effectivement, si j'arrive à Saint-Gervais et qu'on me dit t'es 150e, je me dis putain, ça c'est un bon indicateur, là je suis à peu près où il faut, donc tu vois, c'est un truc un peu rassurant. Mais ça va être surtout la visualisation de cette fréquence cardiaque. Voilà, pas que ça monte trop. Alors après, on n'est pas encore une fois à la pulsation près, mais il faut qu'elle reste basse. Donc par exemple, la différence par rapport aux autres années, les autres années, j'arrive dans la première bosse, je monte derrière le mec qui est devant moi en marche bâton, la fréquence cardiaque est élevée, et souvent je me suis dit, oui, bon, c'est le stress du départ, en plus il fait chaud, nanani nanana. Donc je me suis raconté des histoires pour me conforter
dans mon envie de suivre le mec de devant et finalement de ne pas me faire doubler. Et donc, au bout d'une heure de course, j'étais déjà en train de faire des conneries. Et ça, c'est mon gros point faible, et c'est pour ça que je ne l'ai compris que pour cette année. 7ème UTMB, et ça y est, je comprends enfin ça, tu vois. Donc c'est très difficile, hein. C'est un travail qui a reposé sur l'expérience. Tu l'as vu cette année, au Chianti, je suis pas très bien arrivé. Au Lavaredo, c'était quasiment parfait. Bon, après, il y a eu des problèmes différents, mais disons que les 4 premières heures ont été rondement menées. Et là, à moi de le prouver cette fois-ci sur l'UTMB. De loin, j'ai l'impression que la vision de Stéphane est trop radicale et peut être risquée à mettre en œuvre pleinement cette année. Oui, puisque Stéphane, en fait, se refuse au temps de passage. Et pour moi, ils sont importants pour me freiner, en fait. M'obliger à freiner. Donc en fait, tu l'as vu quand j'ai publié mon plan nutritionnel, je vais avoir des temps de passage jusqu'au col de la Seigne. Alors après, c'est vrai que je me souviens malheureusement, j'ai pas réussi à l'oublier, mais je me souviens en combien de temps je veux passer à Courmayeur, mais je me souviens pas de col chez Crouy, je me souviens pas de l'arête du Montfabre, je me souviens pas du lac Combal. Moi, je vais calibrer mes temps de passage pour respecter jusqu'au col de la Seigne, et là, je serai sûr d'être parti suffisamment doucement, et après, advienne que pourra. Mais on aura passé les 7 heures de course, et donc là, en fait, à aucun moment, je vais me mettre à démarrer une course en côte, tu vois, je serais rodé, je serais dans le truc. Donc je pourrais pas faire d'erreur en allant trop vite. Plus à ce moment-là, pas après 70 km. La question est large, mais je suis curieux de comprendre la stratégie pour choisir où vas-tu passer le curseur par rapport au conseil de Stéphane. Oui, en fait, je les ai aromatisés un peu à ma sauce, tu vois. Voilà, écoute, merci. Merci Yannick. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé. Et oui, participer, j'insiste là-dessus, de près ou de loin, à ce J-60, à cette 7ème préparation à l'UTMB. Puisque oui, c'est moi qui ai passé la majorité du temps à parler, à dire, à faire, mais j'ai écouté toutes les remarques, j'ai écouté tous les conseils. Parfois c'était intéressant, parfois ça l'était pas. Parce que qu'on soit premier ou dernier de la course, et je ne serai ni l'un ni l'autre, même si j'aimerais bien être premier, et en fait on vit quand même le même truc. Pas forcément pendant la même course, parce qu'en fait, celui qui va être dernier de l'UTMB, donc 46 heures et quelques, va vivre ce que vit celui qui est au milieu de l'échappée belle, en gros. Donc là, il faut faire attention aussi. Mais voilà, il y a des phénomènes physiologiques, on va être obligé de les vivre. Et c'est pour ça que l'expérience de tout le monde est bonne à entendre, pour s'inspirer, ne pas copier, s'inspirer. Donc voilà, merci à tous nos patriotes qui ont été sur le qui-vive durant cette prépa. Voilà. Et vous aurez jeudi le dernier petit article sur le matériel que j'emmène avec cette édition qui va être un petit peu perturbée niveau météo, même si ce sera pas un cataclysme. Voilà, on aura un petit peu de pluie. Est-ce qu'elle sera au départ, au milieu de la nuit, le lendemain matin? Est-ce qu'elle va durer 5 heures de temps, 1 heure de temps, 10 heures de temps? Voilà, une petite imprévue liée à la montagne, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura un petit peu, beaucoup, passionnément. Voilà, donc vous aurez ce petit article matériel jeudi. Et puis sinon, écoutez, voilà quoi. J'ai envie de dire, c'est fait, hein. C'est fait. Fait plaisir d'arriver au départ sans blessure. Quand même, surtout cette année, vous avez vu, c'est quand même pas gagné, hein. C'est pour ça que quand vous regardez la liste des favoris, dites-vous bien que ce sont uniquement des gens qui ont cliqué sur un bouton pour s'inscrire. Vous savez pas ce qu'ils ressentent en ce moment. Ça se trouve, il y en a un, il s'est tordu la cheville. Ça se trouve, il y en a un, machin, truc. Tous ceux qui arrivent sur la ligne de départ ne sont pas forcément à 100%. C'est aussi pour ça que cette année, je n'ai pas regardé la liste des favoris. Parce que je m'en fous, en fait. Finalement, qu'ils me doublent, que je les double, ça ne doit pas avoir de putain d'importance avant la fin de la course.
Enfin, avant les, je sais pas moi, 3, 4, 5, 6, 7 dernières heures. Pendant 12-15 heures, voilà, c'est attention, pas d'erreur, pas de conneries, oulala, doucement, ok, là on peut relancer un peu, ah attention, là on mange, ah attention, on boit, est-ce que t'as bien pensé à prendre la 3e flasque? Après, on arrive vers Champais, bon, voilà, là, on se pose la question, où est le top 15 bon, éventuellement le top 10, c'est loin, c'est pas loin, putain, j'attaque, j'y vais, voilà quoi. Voilà. Bon bah salut.